Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est lundi, il est 22 heures. Vous en avez l'habitude, c'est Lucarne américaine, c'est le rendez-vous traditionnel pendant lequel, pendant en gros 90 minutes maximum, on va faire un petit peu le tour des Amériques. Et alors ce soir, pour le coup, on va vraiment faire le tour des Amériques. Vous allez voir dans un instant. Je rappelle qu'on est donc en direct tous les lundis à 22 heures sur Twitch, sur Kick. Et que donc, si jamais vous êtes en train de regarder un replay ou écouter un replay de cette émission, qui sont disponibles, ces replays, sur les différentes plateformes de podcast, eh ben, vous pouvez venir vous joindre à la communauté Hello les lundis à 22 heures. Donc, vous joindre à une communauté qui est déjà dans le chat. Je vais donc les saluer. Salut à Red, à Nostromo, à Mafoi, à Romano, à Isanoé, qui sont déjà là. Bonsoir, messieurs. Ravi de vous retrouver. Et donc, je le disais, on va passer un peu de temps, se poser un petit peu. Et là, pour le coup, ce soir, on va vraiment faire le tour des Amériques. Et on va l'évoquer, Red, la canette volante sur Aguirre, sur Javier Aguirre. On va l'évoquer seulement. On va pas faire 2 heures dessus parce que tu vas voir, il y a d'autres choses aussi. Et puis surtout qu'il a assez vite dédramatisé. J'y reviendrai dans un instant. Et donc, je le disais, il n'y aura pas de dossier cette semaine parce que j'ai pas eu aussi non plus le temps de faire quelque chose de très. En termes de dossier, ça demande un petit peu plus de temps de préparation. Donc voilà. Et donc on va juste faire une grosse session de news et vous allez voir qu'il y en a beaucoup parce qu'il y a pas mal de thèmes à aborder. On va quand même en profiter pour faire un petit focus sur un club. Voilà, on va en parler dans un instant. Bref, eh ben écoutez, vous savez quoi? On est prêt en fait, hein, on est déjà là, vous êtes déjà installés. Eh ben on va démarrer tout de suite. Je vais même pas m'amuser à lancer un jingle, on va y aller directement parce que lancer des jingles quand il y a qu'une seule rubrique, voilà, je suis pas sûr que c'est un grand intérêt. Donc on va démarrer tout de suite. Et on va démarrer, une fois n'est pas coutume, quoique si, c'est assez fréquent. On va démarrer en Colombie cette semaine. Vous allez voir, hein, on va voyager, on va vraiment traverser plusieurs pays cette semaine. Donc là, on va démarrer, on va se poser en Colombie cette semaine parce que la Colombie, elle a son calendrier. Je vais peut-être remettre l'image comme ça. Elle a un calendrier toujours aussi dingue. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, hein, avec la formule du championnat qui est très très lourde, avec la longue phase régulière, les qualifiés, les quadrangulaires qui sont des matchs aller-retour, la finale aller-retour. Et au milieu de tout ça se greffe la Coupe de Colombie. Et donc, comme le calendrier est ultra chargé et que le temps par définition est incompressible, eh bien on joue absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc même pendant les trêves internationales. Et donc ce jeudi soir, donc vendredi chez nous, on disputait la dernière journée de la phase régulière de championnat. Et ce week-end, on enchaînait, hein, 3 jours plus tard, en pleine trêve internationale, pendant que la sélection jouait en Uruguay. Alors vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup forcément de joueurs qui sont concernés par la sélection colombienne et autres dans les équipes colombiennes. Il y en a quand même quelques-uns, mais bref, ce week-end, on jouait les demi-finales. Retour donc de la Coupe de Colombie qui s'appelle Copa Betplay. Souvenez-vous qu'en Colombie, tout est sponsorisé par des paris sportifs, toujours les mêmes, la Coupe de Colombie, et on va donc se concentrer là-dessus, puisque lors de ces demi-finales, il y avait une première avec l'América qui jouait contre l'Atlético Bucaramanga. L'América s'est qualifié au prix d'une séance de tir au but après le match retour, hein, match nul à l'aller, match nul au retour, séance de tir au but, ou de loterie, hein, si vous êtes des habitués de lucarne opposée. Et il y avait un gros match, surtout, l'autre demi-finale, c'était la grosse affiche. C'était le duel entre l'Atlético Nacional et le Deportivo Independiente Medellín. C'était le Classico Paisa. Alors, je ne vais pas revenir sur l'importance de ce Classico parce qu'on en a déjà parlé dans la lucarne, dans le 4e épisode. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à aller écouter cet épisode-là où je refais un petit peu l'historique de la chose. Je plante un petit peu le décor de ce Classico. Vous pouvez donc aller écouter ça. On va se focaliser sur cette demi-finale retour. À l'aller, l'Atlético Nacional s'était imposé 2-0. Et donc, le DIM avait 2 buts de retard à remonter au match retour. Alors, pour répondre à Nostromo, on va un peu déprimer, mais pas trop. On va surtout beaucoup rire. Tu vas voir. Mieux vaut être sponsorisé par les sites de paris sportifs que par la bouffe. Suivez mon regard. Attends. Je sais pas. Bah, disons qu'il y a peut-être moins pire. Je sais pas. Bref. Donc, match retour. 2 buts à remonter pour le DIM. Et le match a été quand même assez, vraiment tendu. C'est un classico et c'est une demi-finale retour. Match très tendu, contexte très tendu, et donc il y a à peu près 3 moments clés à retenir de la rencontre. Le premier, c'est là où on va un petit peu rire quand même, Nostromo, promis. Le premier arrive à la demi-heure de jeu avec cette action. Cette action où le gardien va juste se faire démonter par l'attaquant d'Independiente Medellín, ça chauffe un petit peu. L'attaquant ne prend qu'un carton jaune. Vous voyez sur les images, ça chauffe et un joueur va s'écrouler.
et carton rouge direct. Alors on se dit, bon bah voilà, logique, pas de souci, carton rouge, mais, l'arbitre est appelé par le VAR, tout simplement. Et voilà ce que l'arbitre va voir au VAR. Regardez bien, donc vous voyez le joueur qui s'effondre, qui s'appelle Brian Leon, et voilà ce que l'arbitre voit sur les images du VAR. Voilà, le joueur en train de célébrer sa simulation. Voilà, il est en train de célébrer sa simulation. Et donc forcément, il n'y a pas eu exclusion du joueur de l'Atlético Nacional qui était impliqué là-dessus. L'arbitre est revenu sur sa décision. Le joueur est vraiment très con sur le coup, je suis d'accord avec toi. Mais au moins, on se marre. Alors si vous voulez rire un petit peu, je vous le remets un coup. Il prend une baffe quand même, hein. Il prend une légère baffe, il le pousse un petit peu. Mais voilà, ça c'est exceptionnel. L'arbitre voit ça à la vidéo. Donc voilà, c'est juste absolument magnifique. Ça, c'est ce qui aurait pu être le premier tournant du match. Alors sachez que le gardien de l'Atlético Nacional qui s'est pris la boîte va être exclu en fin de première période. Là aussi, on se dit, bon, bah voilà, c'est le véritable tournant le véritable tournant du match, sauf que bah non, Independiente Medellín va galérer et va marquer un seul but à la 90e minute, et vous le comprenez, but insuffisant pour célébrer la qualification. C'est donc l'Atlético Nacional qui jouera contre l'América de Cali en finale de la Coupe colombienne, sauf que fin du match, ça chauffe entre le banc de touche, notamment de l'Atlético Nacional, et les supporters. Vous voyez les images. Il y a des supporters qui veulent entrer sur le terrain. C'est le grand classique, hein. J'ai l'impression que quand on parle de Colombie, on a que ça. Donc, ça, vous voyez, ça chauffe un petit peu. Il y a des gens qui arrivent, ça va se battre. Les joueurs vont partir en courant, hein. Je vous laisse les images. Le gardien est en train de mourir. Le gardien s'est bien relevé, hein, quand même, hein, sur l'action. Il s'est relevé. En fait, j'ai pas mis le ralenti, Red, mais si tu veux, sur l'action, il prend pas vraiment le coup au visage, c'est vraiment l'attaquant vient frapper dans les mains, concrètement. C'est très difficile de répondre à ta question, à quoi bon, meilleur que championnat argentin ou pas, c'est très très compliqué. Voilà, surtout vu le bordel dans les deux championnats respectifs, les différences économiques énormes. Si tu veux une petite anecdote, et je n'avais pas forcément prévu de l'évoquer, mais là on parle de la coupe de Colombie. Le vainqueur de la Coupe de Colombie va gagner moins que le potentiel futur vainqueur de la coupe que Sergio Agüero est en train de créer en Argentine, la Copa Potrero, qui fait un petit peu scandale. J'ai pas prévu d'en parler ce soir, mais le prize money, à se partager au final, est supérieur dans cette compétition-là, qui est juste un truc de spectacle par rapport au vainqueur de la Coupe de Colombie. Donc tu vois déjà, économiquement parlant, on est sur des choses, voilà quoi, on est sur des choses un peu étranges. Bref. Alors pourquoi c'est parti en sucette tout cela? Pourquoi ça a chauffé encore un petit peu plus fort entre les tribunes et notamment le banc de touche de l'Atlético Nacional? C'est parce que, et c'est pour ça qu'il y a Red le rouge dans le coin, il y a toujours un Mexicain dans le coup. Le Mexicain, c'est Efraín Juárez, c'est l'entraîneur de l'Atlético Nacional, qui a été, je vais pas dire attrapé par la patrouille, disons qu'on l'a vu sur certaines images. À la fin du match, il célèbre très fortement et il se retourne vers la tribune pour célébrer la qualification, ce qui a donc été pris par certains comme une provocation. Alors, lui, en conférence de presse, il a nié, et il s'est excusé. Si les gens ont pris cela pour de la provocation, c'en était pas. Il a expliqué qu'il était en train juste de se retourner vers ses dirigeants et de discuter un petit peu avec ses dirigeants. Sauf que la conférence de presse de Juárez, regardez bien, elle s'est pas terminée. Elle s'est pas terminée parce que la police est arrivée tout simplement pour l'arrêter. Parce que Efraín Juárez est accusé justement d'être à l'origine de ces débordements et donc a été en pleine conférence de presse arrêté par la police voilà, accusé d'être l'instigateur de tout ce qui s'est passé dans les tribunes. Ça donne des images lunaires. Bienvenue en Colombie, mais voilà, c'est un petit peu le pain quotidien de Pierre, hein, d'ailleurs, je l'embrasse. Il a dû encore déprimer devant ça. Mais pour le coup, voilà, comme je disais, Nostromo, on est entre la déprime et l'envie de rigoler un petit peu parce que bon, pour le coup, ça a débordé un petit peu en tribune. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de drame. Voilà, on peut ranger ça dans la case folklore, entre guillemets. Voilà. Alors, c'est d'autant plus amusant, cette histoire, que quelques jours avant la finale, genre 2 jours avant la finale, Independiente Medellín, je vous disais hein, tout à l'heure que le calendrier était ultra chargé en Colombie, qu'il y avait une phase de championnat, qu'il y avait un championnat qui était très lourd, et qu'il y avait la coupe. Le championnat, c'est une phase régulière, et à l'issue de cette phase régulière, les 8 premiers vont dans ce qu'on va appeler les quadrangulares, un tournoi quadrangulaire, où les 8 équipes sont réparties en 2 groupes de 4, chaque vainqueur va en finale. Bref,
Independiente Medellín ne fera pas ces quadrangulares parce qu'ils ont fini 9e. En cause, une victoire de Junior de Barranquilla à la dernière journée, notamment, qui a permis à Junior de doubler tout le monde, et donc de faire tomber d'un cran Independiente Medellín. Et Independiente Medellín, dans la semaine, avait publié un communiqué, je le dis, 2 jours avant cette finale, un communiqué parce que si vous vous rappelez une ancienne émission où on avait parlé, là pour le coup c'était beaucoup plus grave, les débordements qui avaient eu lieu lors d'Atlético Nacional Junior, match qui s'était arrêté, qui n'avait jamais été à son terme, avec là pour le coup des blessés très sérieux. Et le match avait été donc arrêté, et le match avait été, on en avait évoqué aussi dans une émission suivante, gagné par Junior de Barranquilla. Et donc, Junior s'est récupéré 3 points sur un match où il était mené 2-0. Et le DIM, quelques jours avant ce match, a publié un communiqué officiel dans lequel il il annonce avoir fait appel auprès du tribunal arbitral du sport et annonce déjà de vouloir demander la suspension des quadrangulaires, en gros, on va dire un petit peu plus fort, l'arrêt du championnat jusqu'à ce que son cas soit statué. Le DIM estime, par exemple, que en fait, il a été reconnu, accusé que l'Atlético Nacional était... Est-ce que le DIM a porté la culotte? Je crois que tu me l'as déjà fait, celle-là, Red. Donc voilà, ils se sont plaints de ça parce qu'ils perdent ces 3 points-là, ils perdent leur qualification, ils sont à 2 points de Junior, de Barranquilla, ils finissent 9e. Ils ont donc saisi le TAS sur cette question et en gros, ils se rangent derrière l'idée que l'Atlético Nacional n'est pas le responsable des débordements lors du match face à Junior, dont on avait parlé, et donc ne devrait pas être sanctionné d'un retrait de la défaite de ce match-là. Donc, difficile de croire que tout cela va changer la chose, surtout que, je vous le disais, le calendrier est quand même extrêmement chargé. Et quand je dis extrêmement chargé, c'est que là, il y a un tournoi quadrangulaire à terminer, il y a une finale de Coupe de Colombie à terminer aussi. Donc voilà, on imagine mal qu'ils vont suspendre la suite du championnat. Il semblerait, ça c'est ce que certains détracteurs disent aussi, il semblerait que le DIM fait ça pour essayer de récupérer un peu de sous parce qu'effectivement, il y a aussi l'enjeu d'aller au quadrangulaire final et donc continuer à récupérer un petit peu de droits télé et ensuite d'aller chercher des compétitions continentales. Pour certains, la réaction du DIM peut paraître culottée. Je vois que Red et Nostromo se sont mis d'accord sur les jeux de mots. Voilà, donc c'est quand même assez amusant de voir le DIM se ranger derrière l'Atlético Nacional pour soutenir son rival local, pour essayer de gratter des points face à Junior, et 2 jours après, de se mettre sur la tronche lors d'un Classico Paisa qui est perdu. Et donc, ça veut dire aussi que la saison de l'année 2024 est terminée pour Independiente Medellín. Voilà pour en gros ce qu'il fallait dire un petit peu sur la Colombie. Vous voyez, c'est pas forcément non plus dramatique. On n'est pas sur des choses trop graves. De toute façon, on ne sera pas sur des choses trop graves ce soir. Donc on va en sourire. Mais voilà, vous voyez qu'il y a quand même des choses sérieuses, et les choses sérieuses, on va les évoquer maintenant. On va aller en Argentine, parce qu'on était sur les scandales, et à quoi bon poser la question de savoir par rapport à l'Argentine. S'il y a un domaine sur lequel les deux sont capables de rivaliser, c'est sur les scandales. Donc là, pour le coup, je pense qu'on est quand même sur le sommet de la pyramide, tu vois, si je te dis qu'on ne peut pas comparer les championnats les uns par rapport aux autres. Pour le coup, en termes de scandale, je pense que quand tu prends de l'Argentine et de la Colombie, tu te mets très très bien sur la notion de scandale à l'échelle mondiale. Donc là, on est sur probablement ce qui se fait de mieux. Et donc, on va évoquer, et vous l'avez sans doute vu, hein, si vous suivez notamment les réseaux sociaux de Hello, j'en avais parlé sur Twitter. D'ailleurs, suivez-nous hein, sur les différents réseaux sociaux. La semaine dernière, la Bolivie, c'est pas mal, mais c'est que concentré avec les arbitres et les matchs truqués, la Bolivie. Là, on va aller sur autre chose, on va aller sur ce qui s'est passé la semaine dernière entre le Deportivo Riestra et le Vélez Sarsfield, le leader du championnat d'Argentine, puisque vous l'avez sans doute vu, ce club, le Deportivo Riestra, a fait parler de lui, non pas pour ses qualités footballistiques, parce que, bon, voilà, hein, elles sont toujours discutables, mais effectivement, à quoi bon, pour avoir encore une fois défrayé la chronique à base de communication en faisant débuter un streamer dans son équipe professionnelle face donc au leader du championnat, Vélez. Un streamer qui est sous contrat avec le club depuis plusieurs mois, qui a participé à plusieurs sessions d'entraînement. Je crois qu'il a participé en gros à 5 ou 6 entraînements en tout et pour tout avec cette équipe-là. Je vois le message de Biscuit. J'ai lu qu'Efrain Juarez a eu quelques soucis avec la police. Ah ok, d'accord. Ah, vous êtes encore dans les trucs. Bref. Et donc voilà, justement, ce fameux streamer qui s'appelle, son nom de streamer c'est Sprin, son vrai nom c'est Ivan Buajeruk.
Voilà, ça c'est son vrai nom, à ce garçon qui était donc inscrit dans l'effectif professionnel de Riestra, parce que pour le coup, ils n'ont rien fait d'illégal là-dessus, c'est-à-dire qu'ils l'ont véritablement inscrit en début de saison dans le système le système, on appelle ça le système Comet en Argentine, d'enregistrement des joueurs. Donc il est effectivement dans le groupe pro. Il s'est entraîné, je disais, 5 ou 6 fois. Et donc il a débuté face à Vélez. Il a joué. Il n'a pas joué très longtemps, non, il a joué 78 secondes, exactement. Et donc, ces 78 secondes, là, n'ont vraiment pas fait rire en Argentine. Et effectivement, c'est remonté jusqu'à la sélection et même jusqu'à Chiqui Tapia qui a parlé de manque de respect envers le football. Et pourtant, Chiqui Tapia, en termes de manque de respect envers le football, il s'y connaît. Donc, écoutons les gens qui savent. Bref, chaque joueur de la sélection, comme on disait, a aussi été questionné sur le sujet parce que c'était le grand sujet dans la presse. Les joueurs de la sélection en ont parlé, ils ont été très critiques. Déjà, Brian Romero, qui n'est plus en sélection, mais qui était avec Vélez, a été violent à la fin du match. Ils sont tous un petit peu sur la même ligne, sur le côté, il y a des gamins qui donnent leur vie pour essayer d'avoir le rêve d'être pro et qui ne le seront jamais, et voilà ce que l'on donne aussi. Donc il y a ce côté un petit peu spectacle un peu chelou qui est donné par le club. Donc tout le monde est vent debout contre cette décision, qui est une décision purement commerciale. Il n'a pas touché le ballon, je crois. Non, il avait même du mal à se placer sur le terrain. Enfin, c'était ridicule. Bref, c'était absolument ridicule. J'en profite pour la petite parenthèse pour saluer Rudy qui vient d'arriver, pour saluer Ronan Berthelot aussi, et César qui est en double écran en train de regarder le match de l'exploit de Saint-Marin. Écoute, c'est un bon choix pour le double écran. Je vais parler de tout ce qui s'est passé sur l'histoire de la police Biscuit dans un instant, parce que vous allez voir que cette affaire peut faire rire, mais elle va finir par être sérieuse, par être très sérieuse. Et je le disais donc, tout le monde est absolument vent debout contre cette décision purement commerciale. Et d'ailleurs, le club n'a absolument pas nié que c'était une opération commerciale. Mais voyant que c'était quand même un petit peu le bad buzz, hein, pour dire les choses très clairement, le club a demandé pardon. Ils ont publié un communiqué de presse dans lequel ils disent bon bah malheureusement cette action marketing n'a généré que des opinions négatives. On souhaite présenter nos excuses les plus sincères à ceux qui se sont sentis offensés. À aucun moment nous n'avons voulu manquer de respect au club Atlético Vélez Sarsfield ni au football argentin en général. Il nous explique que en fait les deux entraîneurs s'étaient mis d'accord dans la semaine, que les deux capitaines aussi en avaient discuté dans la semaine, qu'en fait tout le monde savait qu'il n'y avait pas de problème. Et alors, c'est absolument fantastique dans ce communiqué de presse. Ils essayent de justifier ce choix. De pourquoi avoir fait appel à un streamer pour jouer quelques secondes un match. Et ils sont allés jusqu'à citer Florentino Pérez. Tout simplement, le président du Real, en nous expliquant que, bah oui, Florentino Pérez a déjà dit qu'il y avait un désamour des plus jeunes envers le football et que donc il fallait trouver d'autres moyens d'attirer les jeunes vers le football, trouver d'autres portes d'entrée, et que faire jouer un streamer qui est populaire auprès de cette classe d'âge pouvait leur permettre de venir découvrir le football. Et donc d'entrer dans ce sport, d'attirer un nouveau type de spectateur. Bon. Attirer un nouveau type de spectateur sur un match du Deportivo Riestra. Voilà, reste que derrière ce bad buzz, oui, l'excuse est ridicule, on est d'accord, mais surtout parce que derrière ce bad buzz, si c'était juste du bad buzz, bon, hein, vous allez me dire en plus dans la communication, bad buzz is buzz. Hein. Donc voilà, mais il y a quand même des choses un petit peu plus complexes qui sont en train de traîner derrière, parce que déjà, il y a une première chose qui a été décidée par la fédération. Vous n'arriverez pas à lire si vous voyez l'image, mais c'est pas le but. C'est juste pour vous montrer que la direction, le bureau de l'AFA a lancé une enquête, une procédure auprès du tribunal d'éthique, parce que, voilà, par rapport à ce comportement-là, mais bien plus important, bien plus grave peut-être, le bureau du procureur qui est spécialisé dans les jeux de hasard, vous allez tout de suite voir où on va aller, s'est aussi saisi de l'affaire pour savoir si cette stratégie marketing n'était pas une simple possibilité d'attirer des parieurs vers des plateformes de paris sportifs, pas forcément toutes légales. Pourquoi ? Parce que quelques semaines, quelques jours avant que on sache que, enfin quelques jours avant que le joueur débute véritablement ce match, il y a eu des plateformes qui ont lancé des paris pour
l'entrée en jeu ou pas de sprint. En fait, il y a eu 2 aspects sur les paris sportifs. Le premier pari, c'était est-ce qu'il va débuter? Et vous le voyez avec une cote à 2,5. Donc ça veut dire, hein, et c'est clairement, ils écrivaient même, hein, j'ai coupé le bas de l'image malheureusement, mais en bas de l'image, il y a écrit pariez 1000 pesos, vous en obtiendrez 2500. Et cette campagne de paris sportifs s'appelle El Sueño del Pibe, le rêve du gamin, hein, tout simplement, en toute proportion. Donc oui, une cote à 2,5 sur un site de paris sportifs, sur plusieurs plateformes, et surtout, on a noté, et ça a été évoqué par Biscuit dans le chat, on a vu aussi des mouvements, des paris qui ont été ouverts quant à un éventuel changement dès la première mi-temps. Alors vous savez, vous êtes des suiveurs du foot, à quel point les changements en première période sont extrêmement rares. Éventuellement sur une blessure ou un changement tactique. Et donc, ça s'est produit au bout de 78 secondes. Donc, il y a toutes ces choses-là, ces mouvements d'argent qui ont été faits et ces paris qui ont été ouverts sur un changement précoce. Il y a eu toute cette histoire de campagne de est-ce qu'il va débuter ou est-ce qu'il va pas débuter. Et voilà, on voit vite le truc venir. Exactement, on voit le truc venir. Donc, il y a une enquête qui est ouverte et il y a 2 personnes qui, pour l'instant, sont directement visées par le procureur, hein, le procureur dont j'avais le nom, Juan Rosas. Ces 2 personnes sont El Ogro Fabiani, l'entraîneur du Deportivo Riestra. Vous vous souvenez, j'en avais déjà parlé de lui justement quand on évoquait cette histoire-là, où il disait dans le tweet, hein, j'avais écrit que la réaction de Fabiani au fait que Sprint allait peut-être débuter, c'était « il vend des canettes et moi, c'est les canettes qui me payent ». Voilà. Donc s'il veut venir, qu'il vienne. Voilà, c'était sa réaction. Donc il est dans le viseur du procureur et Sprint évidemment aussi, parce qu'il y a cet enjeu-là, cette double approche. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de faire une campagne de com pour attirer les plus jeunes vers les paris sportifs, ce qui est donc illégal? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des mouvements un peu chelous qui ont été faits au niveau de tout cela? Donc vous voyez que l'affaire qui était entre guillemets rigolote, est un petit peu plus sérieuse, d'autant que Juan Rosas s'est exprimé et il a clairement expliqué dans quel cadre les deux personnages principaux de cette affaire étaient impliqués, étaient suivis, et l'enquête était menée sur eux. Il se base, je vais le citer, je vais le lire parce que c'est compliqué, sur l'article 301 bis du Code pénal qui dit « Quiconque exploite, gère, opère ou organise de quelque manière que ce soit par lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, une forme ou un système de jeu sans l'autorisation pertinente délivrée par l'autorité juridictionnelle, sera condamné à une peine de 3 à 6 ans de prison. » Alors on est parti en rigolant, on est parti sur du bad buzz. Si il est avéré que cette histoire-là a servi pour attirer et pour générer des paris sportifs qui n'ont rien de légal, les 2 hommes risquent de 3 à 6 ans de prison. Voilà, pour faire court et pour résumer un petit peu la situation concernant l'arrivée, les débuts de Sprint. Voilà, pourquoi il ne fait pas la Kings League? Il faudra demander à Gérard Piquet. Je ne suis pas organisateur de cela. Mais vous voyez donc, c'est quand même un petit peu tout cela qui entre ça entre dans une thématique globale pour ce club-là, qui est le Deportivo Riestra. Alors vous savez quoi? Eh bien, comme on n'a pas de dossier, on va aussi faire ça, on va en profiter pour parler un petit peu et rappeler un petit peu ce qu'est ce formidable Deportivo Riestra, qui a donc su attirer les lumières mondiales vers lui, parce que c'est aussi ça. Il y a eu, ça parle de streamer dans le chat, je crois que Ibai, l'espagnol, a dit « Bah oui, mais au moins maintenant, on sait qui est le Deportivo Riestra ». Voilà, vous voyez le truc. Alors ça fait championnat pas sérieux quand même, tu le dis, oui, et d'ailleurs c'est pour cela que la fédération attaque le tribunal d'éthique, parce que évidemment tout le monde a pointé du fait que cette histoire desservait très franchement le championnat. Alors j'ai juste oublié pour conclure sur cette affaire Sprint qu'il y a eu 1-1 dans le match, hein, pour ceux qui se demandent. Donc voilà, il y a eu 1-1 au final, et donc voilà. Il se pourrait qu'il y ait d'autres histoires avec, il se pourrait qu'il y ait d'autres campagnes de communication et de décisions un peu folles à venir du côté de Riestra. Il y a des rumeurs, je ne vais pas les citer, mais donc justement, on va s'intéresser à ce Deportivo Riestra qui, pour le coup, doit sa présence dans l'élite uniquement, principalement au fait qu'on joue à 28 et qu'on ait 68 clubs professionnels, parce que c'est un chiffre qu'il faut toujours rappeler. 68 clubs professionnels dans les 2 premières divisions
Argentine. Mais surtout, et c'est là où ça devient aussi intéressant quand on commence à regarder un petit peu l'historique du Deportivo Riestra et qu'on regarde un petit peu et qu'on utilise justement cette affaire pour faire un focus sur ce club, il montre aussi l'une des dérives potentielles et du danger que représentent les SAD dans un pays qui est gangréné par les magouilles et les corruptions. Et justement, on avait déjà parlé des SAD, j'avais déjà dit que le Deportivo Riestra était une SAD qui ne voulait pas le reconnaître, quoique un petit peu. Et justement, on va regarder un petit peu l'histoire du club. Alors, historiquement parlant, le Deportivo Riestra est un club qui a été, qui doit son nom d'ailleurs à un ancien ministre des Finances, ne rigolez pas, mais c'est vrai, Norberto de la Riestra, qui était ministre des Finances sous la présidence de Santiago Derqui et de Nicolas Avellaneda, donc c'est en fin du 19e siècle. Il a d'ailleurs siégé au Congrès argentin jusqu'à sa mort en 1879. Il y a une rue qui porte son nom, et donc c'est ici, dans cette rue-là, que l'association Deportivo Riestra, et j'insiste là-dessus, c'est à Buenos Aires, à quoi tu vas voir, tu vas voir même où c'est, je vais te montrer exactement où c'est dans un instant. Une rue porte son nom, donc c'est ici que l'association, et j'insiste sur l'association, comme tous les clubs de football argentins, ou presque, a été fondée en 1931 par ceux que l'on appelle les muchachos de Riestra, les enfants de Riestra, les garçons de Riestra. Donc le club est anonyme pendant très longtemps. À partir de 46, il intègre l'association du football argentin, connaît un moment assez critique dans les années 90, lorsqu'il est à l'époque le plus mauvais club de Primera D, de 4e division argentine. Et il est d'ailleurs aux portes de la disparition, tout simplement. On parle de potentielle désaffiliation du Deportivo Riestra à ce moment-là. Mais finalement, non. Et tout va changer en 2013. En 2013, alors il y a quand même des choses quand même à savoir qui sont intéressantes avant, c'est vrai que j'avais noté ça et que je le dise. En 1980, il est aussi menacé par la dictature. Vous connaissez l'histoire de San Lorenzo qui perd son stade en 1900, justement avec la dictature argentine. Pour le vendre, c'est un carrefour à la place. Il y a eu un combat, on en a parlé sur Hello. Riestra aussi voit ses terrains expropriés. Et donc voilà, pour construire une autoroute. Il y a une autoroute qui passe à la place des terrains de Riestra. Bref, en 2013, donc, tout va changer. Et tout va changer après l'arrivée d'un homme. Cet homme, c'est lui, c'est Victor Stinfal. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, mais Victor Stinfal, quand il était jeune, il voulait être footballeur. D'ailleurs, il a été gardien remplaçant à la Nueva Chicago. On a retrouvé des images de lui, vous le voyez en rouge sur le banc de touche. Il était gardien de la Nueva Chicago. Donc voilà, et il a donc très vite compris qu'il ne ferait pas carrière. Et donc, il a lâché le foot pour se lancer dans le droit. Et il s'est fait vraiment connaître en Argentine en tant qu'avocat pour plusieurs raisons, parce qu'il a d'abord été, en gros, un petit peu l'avocat, vous allez voir, l'avocat de personnages très particuliers. Il a été l'avocat d'un braqueur célèbre de banque qui s'appelle Luis Algordo Valor. Il a été l'avocat de José Barrita, qui était l'un des leaders de la Doce, qui est depuis décédé. Il a été l'avocat de William Schenker, l'un des membres de la barra, d'une des barras de River, qui était dans une affaire de meurtre. Il a été l'avocat d'un trafiquant d'armes syrien. Donc vous voyez, voilà, il était toujours sur des personnages très particuliers, ça c'est en soi pas un souci. Il a aussi quand même été l'avocat de Carlos Telieldin, qui est appliqué dans un attentat contre l'association mutuelle israélite argentine en 1994, un attentat qui a fait 84 morts et 230 blessés. Et il y a des affaires un petit peu obscures derrière à propos d'argent qui aurait été détourné par rapport à cela. C'est un petit peu l'avocat du diable, Gianni Mardedans, mais voilà, il est connu pour défendre généralement des criminels. Bon, ça en soi pas un problème. Il y a quelques soucis quand même, je le disais, avec ces histoires, avec Carlos Tellieldi notamment, mais il y en a une autre aussi, c'est qu'il était l'organisateur d'un festival techno qui s'appelait Time Warp. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un festival techno qui a eu lieu à Buenos Aires en 2016 et il y a eu 5 morts. Dans cette histoire, il a passé 70 jours en détention avant finalement d'être acquitté. Donc voilà, il y a des affaires, il y a des choses un peu obscures autour de lui. Et en matière de football, Victor Stinfal, avant d'être celui qui allait reprendre le Deportivo Riestra, il est surtout connu parce que, 1, il est proche de Daniel Angelici, ancien président de Boca, et 2, c'est surtout le 2 qui est important, il a été à une époque l'avocat de Diego Armando Maradona.
Il a donc un gros réseau en matière de football et c'est donc lui qui arrive à la tête du Deportivo Riestra en 2013 par l'intermédiaire d'une société qui s'appelle Energy Group. Energy Group, c'est terrible pour eux, je vais leur faire de la pub, c'est génial. Energy Group, c'est une entreprise qui produit notamment une boisson énergétique qui s'appelle Speed. Voilà, et vous le voyez sur tous les maillots de Riestra. Est-ce qu'on le voit sur le maillot de Sprint? Attendez que je remette l'image. Oui, on le voit. Voilà, c'est cette marque-là qui est sur les maillots, et je vous raconterai des choses sur les maillots dans un instant. Bref, il arrive donc mi-2013 pour prendre ce que l'on dit le contrôle opérationnel du football. Et alors, la chose rigolote, justement, c'est que comment il arrive au Deportivo Riestra, c'est qu'à l'époque, il cherchait un club de Primera D qui jouait en noir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi en noir? Tout simplement parce que les canettes de Speed sont noires. Et vous voulez voir 11 canettes sur un terrain. Voilà. Prenez les conclusions que vous en voulez. On va y aller. Je vais continuer sur les anecdotes. Vous voyez ce maillot que porte actuellement le club et que porte le streamer argentin. Vous voyez que c'est un maillot Adidas. Sachez que ils n'ont aucun contrat avec Adidas, que le club joue sur l'image d'Adidas de manière totalement folle. Ces maillots-là, en fait, ils achètent des maillots noirs Adidas génériques. C'est un petit peu comme si vous achetiez les maillots à Decathlon, hein, pour citer une autre marque. Vous achetez votre maillot noir Adidas à Decathlon, et puis dessus, ils font eux-mêmes le flocage, ils brodent les cuissons et ils font voilà tous les flocages, sponsors et joueurs. Et tout le monde croit que le Deportivo Riestra est sponsor par Adidas. Non, il n'y a que 2 clubs Adidas en Argentine, c'est River et c'est Boca. Donc c'est totalement délirant, tout le monde laisse faire. Et personne ne dit rien là-dessus. Bref, donc vous avez compris, Deportivo Riestra, une boisson énergisante avec des canettes noires, un club qui joue en noir. Il prend ce club-là, il injecte des ressources. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'il n'est pas le président du club, hein. Mais le président du club, lui, sa gestion, c'est uniquement les questions non footballistiques. Alors pour un club de foot, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais bon, bref. Et bien qu'il y ait eu des changements au sein du conseil d'administration, hein, depuis 2013, depuis 10 ans, toutes les décisions professionnelles, tous les contrats, c'est Victor Stinfal qui les gère, pardon. C'est lui qui gère les contrats, c'est lui qui finance les contrats, notamment celle de Fabiani qui vous disait, si on vend des canettes, c'est ce qui me paye, exactement, parce que c'est Stinfal qui le paye. Le Deportivo Riestra, c'est un club qui a 950 sociaux cotisants sur les 2000 inscrits. Donc vous voyez que c'est pas avec ça qu'ils vont survivre, certainement pas en première division. Et donc, on est clairement sur ce qu'on appelle une SAD, c'est-à-dire un club de foot qui appartient à une entreprise privée. Donc voilà, je dirais que ça a donné trop d'ailes. Ça a donné beaucoup d'ailes. Et justement, ça ne gêne personne, ça n'a jamais gêné personne, ça ne dérange personne jusqu'ici. Et en fait, voilà, le club a donc gravi les échelons très rapidement. Je le disais, il a souvent bénéficié quand même du fait que la première division s'élargisse. Il a aussi bénéficié de matchs un petit peu chelous. Je vous invite à aller chercher sur de YouTube notamment, peut-être que je mettrai des liens, je sais pas, vous remarquez, je vous invite à aller chercher sur YouTube, je sais pas s'il y a le match. En 2017, il joue la finale pour la promotion face à un autre club qui s'appelle Comunicaciones. Il y a eu 1-0 à l'aller, ils ont perdu 1-0 à l'aller. Ils mènent au retour 2-0, et là, des gens décident, notamment des joueurs qui n'avaient pas été convoqués, décident d'entrer sur le terrain pour faire arrêter le match, tout simplement. À 5 minutes de la fin, il y avait eu des choses totalement lunaires, hein, sur ce match face à Comunicaciones. Pour vous donner une idée, on a appris après, et la télé avait remarqué qu'il y avait des trucs étranges sur le terrain à ce moment-là. Ils avaient agrandi les surfaces de réparation, elles étaient plus grandes que le règlement ne l'imposait, pour essayer d'obtenir plus de pénaltys s'il en fallait. Voilà. Tout est lunaire, hein, avec Riestra. Bref, l'arbitre avait mis fin au match. On pensait que la logique est que le règlement voulait qu'ils aient match perdu, hein, forcément. Normalement, ils doivent avoir match perdu là-dessus. Sauf que non, ils n'ont pas eu du tout match perdu là-dessus, le Deportivo Riestra. Et le match a été, comment dirais-je, ils ont décidé que les 5 minutes qui restaient à jouer devaient être rejouées. 5 jours plus tard, dans un autre stade et à huis clos. Ils ont été rejoués 5 jours plus tard dans un autre stade et à huis clos. Forcément, le résultat n'a pas changé. Le Deportivo Riestra a été promu. Et bon, on leur a dit quand même, non, mais c'est pas bien ce que vous avez fait. On leur a mis 20 points
20 points de déduction pour la saison suivante. On a fini par ramener à 10 points parce que bon, voilà. Et bref. Alors, petite anecdote marrante. Et là, pour le coup, il y a la vidéo sur YouTube. Je vous invite à aller la voir. Riestra, cette année, a retrouvé Comunicaciones. C'était en Copa Argentina. C'était en février dernier, il me semble. Je vous invite à voir comment s'est déroulé le match. Vous verrez notamment que Riestra s'est imposé à la 99e minute sur un penalty qui n'existe pas du tout. Sachant que, la chose assez rigolote là-dessus, il devait y avoir que 6 minutes de temps additionnel parce qu'il n'y avait pas de VAR sur un match de Copa Argentina et on a décidé de jouer 3 minutes de plus. Bon, bref, voilà. Que des choses assez amusantes avec ce club-là. Et voilà. Bref, ils sont montés, ils sont montés à l'étage du dessus, ils sont relégués et puis ils remontent très très vite parce que la fédération décide que finalement, au lieu de 2 promotions, on va en faire 5. Donc ils continuent de remonter. Et puis ils finissent par arriver, un petit peu à l'image d'un autre club dont on va parler dans un instant, à arriver jusqu'à la deuxième division, et donc finalement à atteindre l'élite, chaque fois au prix de plus d'équipes dans la sélection, dans les divisions supérieures, et puis on arrive à monter parce qu'on n'est pas trop mal classé. Tapia ne fait absolument rien dans tout ça, et tu vas voir pourquoi Tapia ne fait rien. J'ai vu dans le chat que ça évoquait le stade. Alors le stade de Riestra, voilà, il est là. Il est à Buenos Aires, il est ici. Le stade que vous voyez au premier plan, c'est tout simplement le Nuevo Gasómetro, le stade de San Lorenzo. On est à Barro Flores, qui est un des quartiers les moins sympas, pour le coup, de Buenos Aires. N'y traînez pas la nuit, vraiment, pour le coup. Et donc, le petit stade planqué au fond derrière, que l'on voit derrière le Nuevo Gasómetro, c'est le stade de Riestra. Si vous voulez le voir d'un petit peu plus près, ça donne ça. Le Deportivo Riestra ne peut jouer que en plein jour parce qu'il n'y a pas de système de lumière dans ce stade. Le stade compte à peu près 3000 places. Vous imaginez qu'il n'est pas forcément tout le temps plein. Et donc, je le disais, il n'est utilisé que la journée parce qu'il n'a pas d'éclairage, tout simplement. Et ça, en d'autres termes, dans 2000, c'est les sociaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous au stade. Mais même s'ils sont 2000, voilà. Tu remplis pas forcément le stade. Oui, c'est un stade de quartier, tout simplement. Et donc, c'est un stade surtout qui ne remplit pas le cahier des charges fixé par la Ligue argentine. Et pourtant, j'entendais la question, Tapia ne fait rien. Bah non, Tapia ne fait rien parce que il y a déjà un autre stade qui a eu une telle dérogation parce qu'il ne remplit pas le cahier des charges fixé par l'AFA. C'est le stade de Barracas Central. Barracas Central, le club de Tapia. Donc, s'il tape sur l'un, il doit taper sur l'autre. Bref. Voilà, vous le voyez, c'est un club absolument magnifique. Je viens de regarder le penalty de Riestra, la tête de l'entraîneur de communication est mythique. Elle est incroyable. Là, et si tu écoutes les commentaires, tu verras que sur les ralentis, les commentateurs disent mais il n'y a rien du tout. Bref, voilà donc l'histoire de ce Deportivo Riestra, le club aux 950 sociaux qui est géré comme une SAD, qui continue de faire le bad buzz parce que c'est un peu son lot, vous vous souvenez. Vous allez forcément vous en souvenir. Si je vous remets cette image-là, vous vous souvenez de ce garçon Matteo Apolonio, 14 ans, eh bien c'était Riestra qui l'avait lancé aussi pour faire parler de lui, c'était face à Newell's. Et donc, voilà. C'est un club qui aime générer du buzz, qui aime qu'on parle de lui. On vient de le faire, pas forcément en bien, mais bon, voilà. Au moins, on parle d'eux. C'est la seule tribune du stade. Oui, je crois à peu près, oui, il me semble, Nostromo. Je t'avoue, je regarde pas trop le Deportivo Riestra. Je suis en train d'essayer de me rappeler, je les ai vus. C'est une bonne question. Je crois que, ouais, en tout cas, c'est la seule comme ça. Voilà. Mais de toute façon, quand il joue, tu vois, au deuxième plan, tu vois le Nuevo Gasómetro. Voilà, c'est absolument magnifique. C'est un club qui, donc, va rester en première division, quoi qu'il arrive, puisque je le rappelle, la première division argentine va passer à 30, donc il n'y aura pas de relégation cette année. Donc, voilà, tout simplement. On est bien. Voilà l'histoire du Deportivo Riestra. Voilà. Je vous laisse juge si vous avez envie de devenir supporter de ce club. Comment peux-tu être supporter de Riestra quand tu as Boca et River dans la ville? C'est parce que c'est des quartiers, à quoi bon? Tu es supporter de ton club de quartier. La grande différence entre les clubs argentins et beaucoup d'autres clubs enfin, je veux dire, pas forcément que argentins d'ailleurs. Beaucoup de clubs sud-américains sont très très liés au quartier. Ce sont les clubs de ton quartier. Donc tu es plus que supporter du club de ton quartier parce que c'est le club de ton quartier qui fait vivre le quartier en fait. Je l'avais déjà expliqué, mais c'est
l'exemple que je prends assez fréquemment. Omar da Fonseca, par exemple, est supporter de Vélez parce qu'il a grandi avec Vélez. Il allait au centre aéré de Vélez. Ses seules vacances, il est passé dans les locaux du club. Il pouvait jouer au ping-pong, sortir. Il y a des choses là. Il y a des choses qui sont faites au sein du quartier. Certains clubs, encore aujourd'hui, l'entretiennent dans les plus petites divisions organise régulièrement des barbecues avec tous les gens du quartier. C'est le cœur, c'est le poumon, c'est l'endroit où on interagit avec les autres membres du quartier, le club. Donc c'est vraiment l'âme, c'est vraiment l'âme. Et c'est aussi, et c'est ce que j'avais expliqué dans l'émission sur les SAD, c'est aussi ce qui est important avec dans cette notion-là, qui pourrait être remis en question par les SAD. Mais vous voyez que donc, indépendamment de ce qu'on pense de SAD, il n'est pas question forcément de se dire ah le vilain capitalisme et tout, mais regardez ce que ça peut donner une SAD quand un homme, un seul, qui est pas forcément toujours très clair dans les intentions, décide de faire ce qu'il veut. Voilà ce que ça donne avec le Deportivo Riestra. Et comme on le disait, au niveau de l'image du football argentin, bah voilà, ça pique un petit peu. Donc voilà, possible de voir des matchs là-bas où c'est galère. Pour aller voir au stade, Rudy, je pense que ça doit être assez possible. Alors par contre, vraiment, j'insiste, le quartier, très compliqué. Voilà. Alors là, pour le coup, Riestra, c'est cool parce que c'est la journée, mais c'est pas le quartier... je sais, alors avec un peu de chance, si on voit que t'es touriste de passage, je suis sûr que le billet on te l'offre. Je pense que si on voit que t'es touriste de passage, ça peut aussi mal se passer. Mais non, faut faire attention dans ce quartier-là. Alors je ne sais pas comment c'est quand c'est le Deportivo Riestra qui joue, mais par exemple quand San Lorenzo joue, il y a quand même beaucoup de forces de police qui sont présentes parce qu'en fait, si je vous remets l'image du stade, vous voyez, quand on veut aller sur la partie droite, en fait à droite de l'image, on ne le voit pas là, mais la rue qui mène sur la tribune couverte de San Lorenzo, sur la partie, voilà, si vous êtes vraiment à droite là, c'est un bidonville. Et donc voilà, et donc il y a généralement beaucoup de forces de police qui empêchent véritablement de... Bah voilà, il y a un accord, on va dire, de non-agression, de laisser les gens tranquilles, mais très honnêtement, moi, quand tu vas voir un match de San Lorenzo, la nuit tombée, tu ne traînes pas dans le quartier. Voilà. Beaucoup de social pour les clubs, goûter pour enfants, collecte diverses. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment que tu peux être supporter de... Alors après, tu peux être aussi un petit peu Incha de Boca ou Incha de River, parce que ces clubs-là transcendent un petit peu tout le monde, mais à la base, tu es supporter de ton club de quartier. En même temps, faut pas oublier qu'on est en Amérique latine. Oui, mais bon, voilà. Mais le quartier de Bajo Flores, voilà. C'est pas le quartier le plus sympa de Buenos. Tu y traînes pas la nuit. Vraiment, pour le coup, tu y traînes pas la nuit. Bref, voilà pour le Deportivo Riestra, je le disais. Vous voyez aussi un petit peu ce que cela peut donner. C'est un petit peu le gros focus de la semaine. Vous le voyez, on a eu un truc un petit peu... c'est quand même plus ou moins rigolo. On préfère en sourire. C'est assez triste, mais bon, on va préférer en sourire un petit peu. Et là, on va partir... on va parler de football. On va aller sur du football un petit peu. On va parler... Et je l'avais promis dans le live, je l'avais promis parce que c'était absolument extraordinaire. J'ai pas eu le temps d'écrire sur Hello, mais on va aller au Chili. On va aller au Chili avec le dénouement de ce championnat chilien. Et vous le voyez avec le titre, le 34e titre décroché par Colo-Colo, au terme d'une lutte, mais alors absolument incroyable avec l'Universidad de Chile. Alors c'est quand même assez rare que la U et que Colo-Colo soient à la lutte pour un titre ensemble. C'était arrivé en 1959. Il y a eu la fameuse finale qui est le point de départ véritablement de ce qu'on appelle aujourd'hui le Super Classico. Sachez qu'au départ, le Super Classico n'était pas Colo-Colo Universidad de Chile, mais c'était la lutte entre les deux universidades, la Católica et la U. C'est les premiers gros duels des années de la première moitié du début du XXe siècle, pardon, puisque vous voyez, je parle de 1959, et c'est vraiment cette finale, ce match d'appui de 1959 qui a planté la graine de la rivalité entre la U et Colo-Colo. D'ailleurs, il avait été gagné par la U. Je vais pas la lire celle-là, biscuit. Elle est affichée, je laisse les gens la lire. Donc voilà, j'ai oublié de saluer Aldécool, je le salue, Raph XXQ, je te salue aussi. J'étais allé voir Santiago Wanderers en 2019 à Valparaiso, le décano del football chileno. J'imagine que les gens que tu as croisés t'ont tous dit absolument à peu près toutes les 5 minutes qu'ils étaient el décano del football chileno. Je pense que tu as dû l'entendre 25 fois cette histoire, c'est écrit sur le maillot. Petite anecdote, j'en ai un parce que je le trouve magnifique ce maillot. Bref, on revient sur la U et Colo-Colo. Il y avait eu une lutte
Donc en 59, il y en a eu une deuxième véritable en 2006. Il y avait eu une finale entre le Colo-Colo d'Arturo Vidal, Mathias Fernandes, Jorge Valdivia, Claudio Bravo, Humberto Suazo, vous voyez des choses comme ça, qui s'étaient imposées au tir au but justement pour décrocher l'Apertura. C'était face à la houe d'un certain Marcelo Salas. Bref, vous voyez, ça fait 2 finales de championnat. Et là, on n'était pas sur une finale, on aurait pu, parce qu'on était sur un duel à distance entre les deux formations. Alors pour vous planter un petit peu le décor, alors je vous ai spoilé le résultat, mais en même temps, vous le savez probablement que Colo-Colo a été sacré champion. Il y avait 2 points d'écart entre les deux équipes au coup d'envoi de la dernière journée. L'équation, elle était donc simple. Si la OU voulait arracher un match d'appui et donc revenir à égalité avec Colo-Colo, il fallait gagner. En gagnant, tu pouvais être champion si Colo-Colo perdait, mais si Colo-Colo faisait match nul, on partait sur un match d'appui. Pour finir de planter le décor, la OU accueillait à l'Estadio Nacional Everton, en Viña del Mar, l'ennemi des Santiago Wanderers, d'ailleurs. donc voilà. Everton qui jouait une place en Sudamericana. De son côté, Colo-Colo se déplaçait à Copiapó pour affronter une équipe dernière du championnat et donc reléguée. Alors, je vous renvoie vers les résumés complets des 2 matchs parce que franchement, c'est assez extraordinaire. Si vous pouvez vous les voir, ils sont assez longs l'un et l'autre, mais je vais quand même vous montrer certaines choses. Je vais vous montrer d'abord que la OU a ouvert le score très très vite dans ce match sur ce but absolument magnifique de Maxi Guerrero, sur une passe non moins magnifique de Léo Fernandez. Voilà, ça c'est l'ouverture du score. Vous voyez qu'il n'est pas hors jeu. Le but est absolument magnifique. Elle a dominé tout le match. Elle s'est offert des occasions absolument incroyables. Je vais vous en montrer quelques-unes. Et pendant ce temps-là, Colo-Colo galérait au point d'être mené par Copiapó. Et va arriver alors un dernier, allez, on va dire 20 dernières minutes totalement dingues. Mais alors, totalement dingue. Ça va commencer par l'égalisation d'Everton face à la OU à l'Estadio Nacional. Everton, à ce moment-là, en égalisant, récupère une place en Sudamericana. Colo-Colo est mené et quasiment dans la minute, bon, le match est un petit peu décalé, hein, mais quasiment coup sur coup, c'est à ce moment-là, que Copiapó ouvre le score. Et là, on se dit, attention, la OU est à un but du titre. Sauf que, il y a des actions absolument dingues. Franchement, je vais vous en montrer 2 qui sont quasiment dans la continuité l'une de l'autre. Regardez-moi le niveau des actions ratées par la OU dans ce match. Alors, il y a eu des parades aussi absolument exceptionnelles de Nacho González, le gardien de Everton. Ça, c'est une pour Christian Palacios. Sur le ralenti, ça pique encore plus fort. Voilà, ça, c'est la première grosse occasion. Il n'est pas hors jeu, hein, je vous le dis clairement, il n'est pas hors jeu. Et la deuxième action, elle est pas mal aussi, elle est quasiment dans la foulée, je sais, alors j'ai oublié le nom, mais il va se retrouver seul face au but, et voilà, il l'envoie dans les nuages. Copiapó était condamné et ne joue rien. Et donc il y a ces actions qui sont complètement vendangées, vraiment complètement vendangées. Et 80e minute, il y a un roi qui frappe, Arturo Vidal marque pour Colo-Colo à Copiapó et donc égalise. Là, à ce moment-là, voilà le but d'Arturo. Le but d'Arturo Vidal, vous voyez Jorge Almiron, on peut en parler dans un instant. J'ai vu passer le nom dans le chat. Notez que Almiron a été champion cette semaine et que Alfaro a battu l'Argentine aussi dans la même semaine. Bonjour, la bise à tous les supporters de Boca. Bref, Arturo Vidal égalise. Alors ça change pas grand-chose, la OU doit toujours gagner. Et là, elle arracherait un match d'appui. Et donc le scénario est tellement dingue qu'il va se passer ça dans ce match. On est à la 88e minute. Je vous laisse voir les images. Il y a eu la récupération de balle. Il y a Léo Fernandez qui arrive et qui déclenche et ça marque. Le Stadio Nacional explose, vous le voyez sur les images. Ça célèbre la victoire qui se décide pour une OU qui dominait à ce moment-là. Sauf que l'arbitre va au VAR. Pas pour voir la même chose qu'en Colombie, mais pour voir qu'au début de l'action, au tout début, vous l'avez peut-être vu subrepticement, il y a une faute sur un joueur d'Everton. But refusé. Pour cette faute-là, la OU a donc manqué sa chance de titre. Les positions restent figées. Et donc, c'est donc Colo-Colo qui décroche la 34e étoile, son 34e titre. Et sachez que 3 jours plus tard, le club a remporté la Supercoupe qui s'était jouée en février 2023, en début d'année. Puisque la Supercoupe, comme chez nous, hein, c'est le trophée des champions, oppose le champion au vainqueur de la coupe. L'année dernière, le champion
c'était Huachipato. Huachipato qui était entraîné d'ailleurs par Gustavo Alvarez, aujourd'hui l'entraîneur de la U. Huachipato avait affronté la U en février, Colo-Colo pardon, en février, Colo-Colo qui était vainqueur de la Coupe du Chili. Le match s'était arrêté parce qu'il y avait eu des débordements en tribune en février dernier, donc ils l'ont rejoué là, il y a quelques jours, 3 jours après le titre, et donc Colo-Colo s'est offert 2 titres en 72 heures. Alors sachez que la U peut quand même aller encore chercher un titre, il lui reste une possibilité d'aller chercher un titre, elle joue la finale de la Copa Chile ce mercredi à 23 h face à Newlands, et donc peut quand même un petit peu sauver sa saison là-dessus. D'ailleurs, c'est assez fou pour Gustavo Alvarez parce que le destin est incroyable. Je le disais, c'était l'entraîneur de Huachipato l'année dernière. Huachipato l'année dernière a été sacré champion à la dernière journée, vraiment, parce que Cobresal a perdu son dernier match face à Unión Española. Et Huachipato s'est imposé lui pendant ce temps-là face à Audax Italiano. Il a été une fois premier la saison dernière avec Huachipato, c'était à la dernière journée. Bref, tableau d'honneur au Chili, je le disais, Colo-Colo champion. En Libertadores, Colo-Colo et la U, qui sont les 2 premiers, vont, et la U va en finale aussi, donc peut s'imposer aussi, sont accompagnés en Libertadores par le Deportes Iquique et par Newlands, qui joue la finale de la Coupe. Palestino, la Católica, Unión Española, Everton, eux, joueront la Sudamericana. Pour être encore plus complet, Cobreloa et Copiapó sont relégués. Cobreloa, club historique du football chilien, un club qui a formé notamment Alexis Sanchez, Edu Vargas, Charles Aranguiz, etc., etc. Vous voyez un peu l'histoire de la chose, qui a été 2 fois finaliste de la Libertadores. Ils sont relégués. Ils seront remplacés par le Deportes Melipilla, qui a décroché son premier titre sur un match d'appui en seconde division. Le deuxième promu, on ne le connaît pas encore, puisque ça se jouera à l'issue de playoffs qui sont actuellement en cours. Pendant ce temps, Saint-Marin explose la Grenade. Tu me fais la transition, Biscuit, parce qu'on va en parler de cela. Ça me rappelle un match entre Colo-Colo et Peñarol en Libertadores il y a 4 ans. Fait rare pour être souligné, les 2 équipes n'étaient pas au mieux, non, clairement. Mais en fait, ça fait toujours un petit peu le yo-yo, et je le disais, Colo-Colo et la U n'ont jamais été... ont été que très rarement à la lutte ensemble pour jouer un titre. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant quand on regarde historiquement parlant, quand tu regardes le parcours des 2 équipes, quand il y en a une qui est très haut, l'autre est franchement pas forcément au mieux. Et la U revient de loin. Il y a 2-3 ans, elle jouait le maintien. Elle s'était sauvée à l'arrache, ça doit être il y a 3 ans, elle se sauve à la dernière journée. Et l'année dernière, ils étaient 9e. Donc voilà, elle est en train de revenir, elle revient. Mais est-ce que les 2 vont pouvoir enfin être ensemble en haut au même moment ? On verra, seul l'avenir nous le dira. Mais vous voyez aussi que le championnat chilien, ça se joue toujours sur le fil. Et je le rappelle, c'est un championnat très facile à lire, pas facile à voir, mais très facile à lire, puisqu'il est organisé comme un championnat européen. Aller-retour, 34 journées, puisqu'ils sont 18. Et voilà. À Valparaiso, j'ai rencontré davantage d'aficionados de Colo-Colo que de leur équipe locale. C'est pas loin en même temps. Et puis Colo-Colo est un club extrêmement populaire au Chili. Bref, je le disais, j'ai la transition qui a été donnée par Biscuit qui parle de quoi? Qui parle de la Nations League de la CONCACAF. Ben oui, parce qu'à l'image de l'Europe, la CONCACAF, elle a sa propre Nations League. Elle répartit donc tous ses membres, comme en Europe, entre guillemets, dans différentes ligues. En CONCACAF, il y en a 3. Elle est un petit peu particulière, on va y revenir un petit peu dans un instant. Elle sert aussi, un petit peu comme la Nations League européenne, qui sert de qualification pour l'Euro, elle sert aussi de qualification pour la Gold Cup, entre les différentes ligues. Je vais y venir, Red. Et donc, cette semaine, on va disputer d'un côté les quarts de finale pour la Ligue A. Vous savez, ce à quoi les clubs, les nations européennes sont en train de se qualifier, les unes après les autres, là, en ce moment. Donc, on va jouer d'un côté les quarts de finale de la Nations League. Ce sont pour les plus grosses équipes. Je vous montre les affiches, mais j'en reparlerai dans un instant. Et puis, on va jouer aussi des barrages pour aller en éliminatoire pour la Gold Cup. C'est peut-être un peu compliqué. Je vais essayer d'expliquer ça. Et voilà. Pourquoi il n'y a pas de Nations League en Amérique du Sud? On est obligé de se taper des matchs amicaux. Il y a très peu de matchs amicaux pour l'Amérique du Sud parce que les éliminatoires sont sous une forme de championnat, donc très très long. Tu vois, on est en éliminatoire de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est en 2026. Regarde, elle a pas démarré. Ils n'ont pas démarré les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 en Europe. On est à peine, on a passé là sur la session, sur les sessions octobre-novembre, on a passé la mi-course en Amérique du Sud, donc on finira début 2026, fin 2025, début 2026, les qualifs. Donc il n'y a pas le temps. Il n'y a pas la possibilité. Et faire une Nations League quand tu n'as que 10 nations, ça n'a aucun sens. Là, on est sur comment dirais-je, on est sur une zone, la CONCACAF, où il y a plus de 50 nations quand même.
Donc on est sur une zone de taille comparable à l'UEFA, pour dire les choses très clairement. Bref, donc, je le disais, il y a des quarts de finale, je vais y revenir dans un instant, et il y a aussi donc ce que l'on appelle des barrages, des play-in, pour aller jouer les éliminatoires de la Gold Cup. Alors, pour essayer d'expliquer un petit peu comment tout fonctionne, on va s'accrocher un instant, et voilà. Pour vous donner une idée, je le disais, il y a 3 ligues, A, B et C, un peu comme chez nous. La A pour les top nations, la B pour les nations intermédiaires et la C. Les nations intermédiaires de la B, les 3 meilleurs, en fait, il y a 3 groupes dans la Ligue B, les 3 meilleurs de la Ligue B se qualifient directement pour la prochaine Gold Cup. C'est pour ça, par exemple, que Haïti et le Salvador sont déjà qualifiés et que la République dominicaine pourrait valider son ticket si elle s'impose face aux Bermudes ou si elle ne perd pas, surtout, face aux Bermudes lors du dernier match. Je crois que c'est ce mardi. Bref. Donc ça, c'est la Ligue B. Et il y a la Ligue C aussi, où il y a différents groupes. Et donc, il va y avoir des play-in qui vont concerner les équipes. Alors, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Touc. Ils opposent. Donc, voilà. Je m'étais perdu. J'ai préféré regarder. Dans la Ligue A, vous avez 2 groupes de 6. Les 2 premiers se qualifient pour les quarts de finale. Les 2 intermédiaires se qualifient directement pour les éliminatoires pour la Gold Cup. Et les 2 derniers entrent dans ce play-in. C'est pour cela que vous allez retrouver par exemple la Guadeloupe et la Guyane. La Guadeloupe, elle, déjà, là je vous donne les affiches des matchs retour qui ont lieu cette semaine. La Guadeloupe, elle a déjà fait le travail à l'aller face aux îles Caïmans. Îles Caïmans qui vient de la Ligue C, parce que la Ligue B, je le disais, le vainqueur de la Ligue B va directement en Gold Cup. La Guadeloupe a fait le travail, elle s'est imposée 6-0 à l'aller, donc ça devrait aller. La Guyane, elle, a un but de retard à remonter face au Belize. Et les 2 autres rencontres, vous les voyez, c'est Cuba face à Saint Kitts et Nevis et c'est Guyana face aux Bermudes. Cuba a perdu le match aller de 2-1 et donc ne doit pas se rater non plus, ne doit plus non plus se rater sur le match retour. Il pourrait y avoir une grosse surprise. Je rappelle que ces barrages-là, les 4 vainqueurs de ces barrages-là se qualifient pour les éliminatoires de la Gold Cup et non pas pour la Gold Cup. D'accord ? Voilà. Pour revenir à la Ligue A, j'espère que j'ai perdu personne. Hein. C'est pas forcément hyper facile, mais on y arrive. Pour revenir à la Ligue A, dont les quarts de finale retour vont se jouer cette semaine, je vais y venir dans un instant. Je le disais, les équipes, elles sont très particulières. Vous avez entendu, j'ai dit, il y a 2 groupes de 6. Les 2 premiers vont en quart, les 2 du milieu vont à la Gold Cup et en phase de qualification pour la Gold Cup, et les 2 derniers de cette ligue vont jouer les play-in. Et vous me dites, mais attendez, 2 plus 2, ça fait 4. Comment on fait des quarts à 4 ? Eh bien, on en fait à 8, comme partout, vous le voyez. Pourquoi ? Parce que la petite nouveauté dans l'histoire, la petite touche rigolote dans l'histoire, c'est qu'en CONCACAF, 4 nations ne participent pas à la phase de groupe de la Ligue A. Les 4 meilleures nations au classement de la CONCACAF ne participent pas. Ces 4 nations sont Panama, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et ce sont donc eux qui vont affronter les 4 qualifiés selon absolument pas un tirage au sort, mais le classement, c'est-à-dire qu'à l'issue de la phase de groupe que Costa Rica, Jamaïque, Suriname et Honduras ont disputé, ils sont classés en fonction du nombre de points qu'ils ont pris. Celui qui a pris le moins de points, dans ce cas-là, le Honduras, joue la mieux classée, le Mexique, et ainsi de suite. Voilà, c'est assez clair, je pense. Donc voilà. Et voilà, Stradrick qui arrive, il était sur la Nations League européenne, il va arriver sur la Nations League de la CONCACAF, j'espère que tu as pris de quoi te préparer. Bref, donc du coup, on est sur les quarts de finale, retour, ce qui veut dire qu'il y a eu des matchs allés, forcément. Les matchs allés ont été globalement remportés, où les statuts de favoris ont été plutôt respectés, puisque les États-Unis se sont imposés 1-0 en Jamaïque, le Canada s'est imposé 1-0 au Suriname, et le Panama s'est imposé 1-0 au Costa Rica, ce qui permet aussi de continuer à dire que Panama est véritablement dans le top 4 des nations de la zone, on l'avait déjà dit lors des précédentes Coupes du Monde, etc., etc. Et effectivement, il y en a un, parce qu'il en faut toujours un dans l'histoire, il y en a un qui s'est raté, c'est le Mexique. Le Mexique a pris 2-0 au Honduras, et forcément, beaucoup de choses, et une chose principale que l'on retient, c'est l'agression dont a été victime Javier Aguirre, l'entraîneur, le sélectionneur national, qui a pris une canette sur la tête, et ça lui a ouvert le dessus du crâne. Je ne vais pas vous mettre la photo, parce que je ne vois pas l'intérêt de mettre la photo de quelqu'un qui saigne, mais bon, bref. Et donc, il a été agressé, hein, très clairement. Il a pris cette canette sur le haut du crâne, et ça a saigné. Lui a très vite quand même
désamorcé, hein, vraiment très vite en conférence de presse. Il a dit ça va, c'est rien, c'est du foot, hein, on s'en fout. Bon, voilà. Sauf que Honduras, on prend pas ça trop à la rigolade, puisque la police est en train a déclaré, hein, elle a communiqué là-dessus. Elle est en train justement d'étudier toutes les vidéos. Alors il n'y a pas de vidéo dans le stade à San Pedro Sula, mais elle est en train de regarder toutes les vidéos qui ont été faites et qui tournent sur les réseaux sociaux avec les ports. Tout le monde a un téléphone, hein, maintenant dans les tribunes, pour essayer de savoir qui a lancé cette canette. Sachez que la police a affirmé que l'objectif était de l'identifier et de l'inculper pour tentative d'homicide. Tout simplement parce qu'ils estiment que, en fonction de l'endroit où elle aurait pu tomber sur la tête de Javier Aguirre, elle aurait pu être létale. Voilà, tout simplement. Voilà, bon, on va pas se voiler la face. Je pense qu'ils trouveront pas le garçon. Ou alors je déclenche un effet Hello. Mais voilà, oui, clairement, ils veulent clairement l'inculper pour tentative d'homicide. Bon, bref, ce qu'il faut retenir, c'est que je pense qu'on ne trouvera pas cette personne. Ça, c'est un premier point. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est la défaite 2-0 du Tri, hein, qui s'est donc incliné à San Pedro Sula, doublé de Luis Palma. Et c'est très important, à la fois inquiétant et à la fois important. Si le match est filmé, mais les tribunes, il n'y a pas de caméra en tribune comme il y a chez nous, César. Donc on voit l'objet qui part, hein, on le voit. Hein. On le voit arriver sur le crâne d'Aguirre, mais on ne sait pas qui l'a. On peut pas identifier, tu vois, c'est comme quand tu as un fumigène qui a été lancé des tribunes, tu vois d'où il part, mais tu sais pas qui. Donc on peut pas identifier la personne, en fait, et c'est ça qu'ils essayent de faire. Bref, je le disais, c'est un résultat qui met en danger véritablement le Mexique. Vous allez me dire, ouais, bon, c'est cool, ils peuvent être éliminés de la CONCACAF Nations League, so what? Eh ben, so what? Les 4 vainqueurs des quarts de finale sont directement qualifiés pour la Gold Cup. Ceux qui perdent ces quarts de finale vont, eux, aller jouer ces fameux éliminatoires. Ces fameux éliminatoires qui vont se jouer en mars. On ne sait pas encore sous quel format, on ne sait pas encore véritablement où, ni comment. On sait que c'est en mars, on sait qu'il y aura 14 équipes, que sur les 14, il y en a 8 qui vont se qualifier. On ne sait pas comment ça va fonctionner, mais voilà. Autant dire que rien que l'idée, et c'est pas faire offense, hein, aux autres nations, de voir le Mexique devoir batailler pour une place en Gold Cup face au Guatemala, à la Martinique, au Nicaragua, à Trinidad et Tobago, à ceux qui sont en play-in actuellement, ça fait un peu tâche à moins de 2 ans pour le coup, à 1 an, puisque ça sera en mars 2025, à 1 an et demi de la Coupe du Monde que le pays va organiser. Sachez que, pour être plus sérieux, comment sont déterminées les équipes qui joueront les barrages pour la Gold Cup? Eh bien justement, en fonction de la Nations League, en fonction des places pour la Nations League, Nostromo. En fait, tu te qualifies directement à la Gold Cup quand tu gagnes la Ligue B. Donc il n'y a que 3 qualifiés, puisqu'il n'y a que 3 groupes en Ligue B. Donc là, tu passes directement à la Gold Cup. Tu te qualifies directement à la Gold Cup quand tu gagnes les quarts de finale de la Ligue A, donc tu en as 4 de plus, et tout le reste, ça va passer par ces barrages. Alors, des barrages A-B, tu l'as vu, hein, si je te remontre un petit peu le play-in, c'est des équipes du groupe A qui affrontent des équipes du groupe B, c'est les 2 plus mauvaises équipes, c'est les 4 plus mauvaises équipes, 2 par groupe de la Ligue A, qui affrontent les 4 meilleures équipes des groupes de la Ligue C. Et voilà. Et les deuxièmes de la Ligue B, eux, vont dans cette phase éliminatoire. Et je disais, cette phase éliminatoire, il y aura donc 14 équipes et seulement 8 qualifiés sur les 14. Voilà, à peu près comment ça fonctionne. Mais on ne sait pas encore, hein, je vous dis, on ne sait pas ni le lieu, ni le format de ces éliminatoires. Qui a les droits de la Gold Cup en France? C'est simple, personne. Voilà. il y a 9 ans de ça, c'était ma chaîne sport. J'imagine que les 4 demi-finalistes de la Nations League auront un statut de tête de série. Alors, je pense, très honnêtement, il faudrait que je revoie. Je t'avoue, je n'ai pas regardé en détail. J'imagine que la tête de série, on regardera juste le classement. Comme à l'Euro, hein, je crois d'ailleurs. Il me semble, hein, à l'Euro, tu regardes que le classement. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un match retour qui va se jouer. Et je vais vous donner le programme parce que c'est important. C'est facile à suivre. Merci de l'écrire, César, parce que j'allais exactement en venir là-dessus. D'abord, pour vous préciser que la Nations League est extrêmement facile à suivre, puisque c'est sur le YouTube de la CONCACAF, je mettrai le lien dans la description, c'est gratuit, c'est légal, vous pouvez regarder les matchs, il n'y a aucun problème là-dessus, on peut tous les regarder. Et donc, pour vous donner un petit peu le programme, le match retour du Mexique, il est prévu à la Bombonera de Toluca, donc, petite note quand même, pas en altitude. Il me semble que Toluca n'est pas en altitude. Je fais peut-être une erreur, je n'ai pas vérifié, mais il me semble que Toluca n'est pas
en altitude. C'est pas forcément tout le temps à 2 heures du matin, hein. Là, par exemple, tu avais Cuba qui jouait à 20 heures. Bon, tu vas me dire, c'est pas la même truc, mais Cuba jouait à 20 heures. Bref, personne n'a les droits du championnat brésilien, Léo. Voilà, non plus. Pas que je sache, en tout cas. Bref, je disais, ça va se jouer. Attendez, j'ai noté l'heure, elle est là. Mexique-Honduras, c'est à 3h30 dans la nuit de mardi à mercredi. Dans la nuit de mardi à mercredi. Et cette nuit, là, dans la nuit de lundi à mardi, USA-Jamaïque et Panama-Costa Rica, les 2 premiers quarts de finale. Bref, une petite anecdote pour terminer. Parce que César l'a évoqué dans le chat, effectivement, l'année dernière, le Honduras avait gagné 2-0 à l'aller. Et avait perdu 2-0 au match retour avant de s'incliner au tir au but et donc d'être éliminé au tir au but. Et sachez que ce match est revenu vraiment, on en parle beaucoup dans la presse hondurienne ces derniers jours, pour une raison toute simple, c'est que l'arbitre de ce Mexique-Honduras de la nuit de mardi à mercredi s'appelle Drew Fisher. Il est canadien et cet homme-là, il y a un an, jour pour jour, quasiment jour pour jour, je crois que le match c'était genre 22 ou 23 novembre l'année dernière, cet homme-là était au VAR lors de cette rencontre qui était arbitrée par le très célèbre pour tous les amoureux de football nord-américain, Ivan Barton. Et pour le 2-0 du Mexique l'année dernière, il avait fallu attendre la 91e minute. Il y avait eu 11 minutes de temps additionnel alors que 9 seulement étaient prévus par l'arbitre. Mais l'arbitre, donc Ivan Barton, qui s'était fait massacrer par la presse, et notamment la presse hondurienne, s'était défendu en disant que c'était le responsable du VAR qui lui avait dit « Non, non, vas-y, ajoute 2 minutes de plus encore ». Et c'était donc ce fameux Drew Fisher. De là à imaginer le pire, je vous laisse y aller. Mais voilà, on va pas mal s'amuser. Match des USA, tu me donnes 2 secondes et je te le dis tout de suite. Parce que je ne l'ai pas noté, mais je vais te le dire, ça va être assez facile. Nations League, tac, tac, tac. Enfin, je dis que ça va être facile, je vais mettre 8 jours. Amérique du Nord, CONCACAF Nations League. Alors, États-Unis, Jamaïque à 2h et Panama, Costa Rica à 3h. Voilà, pour avoir les horaires. Et pour avoir les horaires des 2 autres matchs suivants, je vais te les donner direct, ça ira aussi vite. J'ai dit que le Mexique c'était à 3h30 et donc ça sera après le Canada. Canada-Suriname, c'est à 1h30 dans la nuit de mardi à mercredi. Voilà, comme ça, on est complet. Et justement, comme on évoque la nuit de mardi à mercredi, on va conclure par le petit rendez-vous, le rendez-vous des éliminatoires sud-américains. Parce qu'on va se retrouver forcément demain pour les éliminatoires sud-américains. On se retrouvera, alors je vous l'avais dit, hein, pas à 21h, ça c'est clair que non. Je vais vous donner... j'ai pas prévu de visuel. Si, j'ai prévu un visuel. Attendez, j'ai prévu un visuel. Elle est là, la Fecha 12. Ah oui, 2 heures, ça pique. Ah bah, faut... Alors, quand t'es sur les Amériques, il faut être prêt à peu dormir. Ou alors, mais vraiment, alors pour le coup, tu as un moyen très simple avec la Nations League de la CONCACAF. C'est sur YouTube, donc c'est en replay. Donc, tu fais ta nuit tranquille. Tu branches juste pas tes réseaux sociaux ou rien le lendemain matin et tu te poses devant le match. Et voilà, et tu peux revoir le match. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la bonne pioche quand tu es sur des matchs qui sont sur YouTube parce que les replays sont absolument faciles. On va en Am Sud, on va conclure sur l'Am Sud. On va en Am Sud, donc c'est la 12e journée qui va se jouer aussi dans la nuit de mardi à mercredi. Et dans la soirée, ça va démarrer dans la soirée avec le Bolivie-Paraguay qui se joue à El Alto, à 4000 mètres d'altitude, comme d'habitude, puisque la Bolivie maintenant joue à El Alto. 21h, heure française, Bolivie-Paraguay. Si j'ai bonne mémoire, et là aussi c'est gratuit, c'est légal, la Bolivie c'est sur FIFA Plus en général, donc le match devrait être sur FIFA Plus normalement. Donc j'ai pas vérifié, mais je crois que les droits de la Bolivie sont pour FIFA Plus. Sinon, le programme de cette journée qui démarrera, la suite de cette journée qui démarrera à minuit, et je pense qu'on arrivera vers là. Colombie-Équateur à minuit, Argentine-Pérou à 1h, Chili-Venezuela à 1h et le très chaud, bouillant Brésil-Uruguay à 1h45. On pourra faire la session ensemble. Je vais vous replanter un petit peu le décor. Le Brésil-Uruguay fait saliver, effectivement. Brésil et Paraguay important pour la dernière place qualificative. Tu fais bien de le dire. D'ailleurs, il y a eu une superbe phrase d'Alfaro parce que beaucoup en font des tonnes sur le fait qu'il a battu les champions du monde argentins de manière tout à fait normale en plus, de manière vraiment méritée. Je peux vous remettre les résultats de la...
de la dernière journée, hein, de la Fecha 11, qu'on avait suivi ensemble. Alfaro a dit l'Argentine, c'est le prestige, la qualification pour la Coupe du Monde, ça passe, c'est la Bolivie. Voilà. Alors, quelle chaîne le Brésil? C'est une excellente question. Le Brésil-Uruguay, j'ai tendance à te dire que ça va être sur l'équipe. Est-ce que tu veux que j'essaye de vérifier rapidement? Je vais vérifier. Au pire, viens avec nous. Est-ce que je peux le savoir avec Est-ce que je peux le savoir avec l'équipe? Est-ce que je peux le savoir avec l'équipe? Je peux pas te le dire comme ça. Est-ce qu'ils ont un programme télé? Est-ce qu'ils donnent leur programme télé ou pas du tout? Bref, je sais pas. Peut-être que les gens savent dans le chat. Je vous laisse répondre. Donc c'est bien sur FIFA Plus pour la Bolivie. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, sinon tu viens sur le live demain et au pire, et je te dirai et je dirai déjà. Et pour les matchs qui seront pas diffusés, on filera quelques moyens de les regarder. Mais la Bolivie, donc, 21h, ça sera sur FIFA+, Rudy confirme. L'Argentine, c'est sûr, c'est sur l'équipe. Le Brésil, Uruguay, je pense aussi. Je pense qu'ils ont l'Argentine et le Brésil. Et le Colombie-Équateur, je sais pas. Le Brésil aussi. Ok, merci Rudy d'avoir vérifié. Bref. La bande d'Akaraka va jouer sa dernière chance. Voilà, alors justement, oui, merci de me remettre dans le droit chemin. Le classement, parce que j'ai donné les programmes, j'ai donné où on en était. Voilà le classement, hein, pour que vous l'ayez en tête pour demain. L'Argentine est toujours en tête avec 22 points. Elle a quand même gagné qu'un seul de ses 4 derniers matchs, c'était le 6-0 face à la Bolivie. Donc elle joue le Pérou avec son maillot historique demain. Attention quand même, ça sera à la Bombonera d'ailleurs. Les Argentines Pérou à la Bombonera, voilà, c'est toujours une grande histoire. Je pense que je republierai les articles de Lucarno Posé à l'occasion demain. L'Uruguay a pris la deuxième place après cette folle, elle était incroyable, cette fin de match face à la Colombie, l'égalisation d'Andrés Gomes et sur le coup d'envoi, le but de la victoire de Manuel Ugarte, la victoire 3-2 qui relance l'Uruguay, qui replace l'Uruguay, vous voyez, avec 19 points à hauteur de la Colombie, on a ce duo-là. Et derrière, on a le Brésil, tout seul avec ses 17 points, qui est juste devant un autre duo, Équateur et Paraguay. Alors il semble qu'il y a quand même déjà un petit trou qui s'est créé, puisque vous voyez, Venezuela et Bolivie sont ensemble avec 12 points et pourraient, je sais pas, après ça va vite en football, pour l'instant semblent destinés à se battre pour cette place de 7e qui est en orange. Pourquoi? Parce que c'est un barrage intercontinental. Ça s'annonce compliqué pour Chili et Pérou, mais le Chili joue sa dernière chance. Je sais plus combien de fois il faut mettre le mot ultime, puisque le Chili accueille le Venezuela et qu'avec une victoire, ça revient à 3 points, tout simplement. L'impression que le Champions Project de Dorival pour le Brésil prend un peu de plomb dans l'aile. Alors, de là à dire cela, je ne sais pas, mais attention quand même, parce que, effectivement, on l'a déjà dit, on l'a dit dans les lives, je sais que même dans les interventions, dans l'after, je le disais aussi, il n'est pas question de dire, attention, le Brésil est en danger, ils ne vont pas se qualifier. Mais attention. Alors à 4-5, c'était dangereux. C'était beaucoup plus dangereux que là. À 7, ça devrait passer. Mais il y a un danger. Il y a un danger parce que les prochains rendez-vous de la Célestin, vous le voyez, c'est l'Uruguay demain. La session de mars, c'est réception de la Colombie et déplacement en Argentine. Et en juin prochain, il y aura le Paraguay lors du deuxième match de cette session, mais le premier des matchs, ça sera un déplacement en Équateur. Et donc, vous le voyez, le Brésil va jouer le top 5. Concrètement, même le top 6 va n'affronter que des adversaires directs sur les prochains matchs et va surtout avoir le très haut du panier avec Uruguay, Argentine, Colombie dans la foulée. Il y a un monde où ça peut prêter à accident. Maintenant, on va dire aussi les choses très clairement. C'est en mars, la prochaine session. On va voir ce qui va se passer sur ce Brésil-Uruguay demain. La prochaine session est en mars. On ne sait pas si Dorival sera encore là, parce que ça commence à bruisser autour du fait qu'il pourrait être parti. Et puis, il y a surtout un garçon qui pourrait aussi être de retour en sélection. L'homme qui manque désespérément à cette sélection, un certain Neymar. Bref, on verra. En tout cas, on a une très très belle journée demain. Je vous remets le programme. Bolivie-Paraguay à 21h et ensuite minuit, 1h, je me suis perdu dans mes chiffres. Minuit, 1h pour 2 matchs en même temps et 1h45 dans l'ordre Colombie-Équateur, Argentine-Pérou, Chili-Venezuela et Brésil-Uruguay qui sera évidemment le clou du spectacle. Neymar est blessé, oui, il sera peut-être moins blessé en janvier, il sera peut-être encore moins blessé en mars, on verra. Neymar à Santos, c'est du fake, on ne sait pas, ça semble très proche, apparemment le président a envoyé un petit démenti. Il y a beaucoup d'éléments qui laissent penser que ça pourrait se faire, en tout cas que Neymar en a très très envie, ça c'est sûr, on le sait, qu'il y a des rapprochements déjà avec le groupe, avec le club, avec l'entraîneur. La seule question, et c'est peut-être pour ça que le président a calmé un petit peu le jeu, c'est avec quel argent. Voilà.
Donc, bon, mais on verra. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi, Stradri, si ça envoie des démentis, c'est peut-être que c'est un petit peu chaud, cette histoire. Bref, on verra, mais en tout cas, ce qui est une certitude, c'est que si jamais, déjà, si jamais Neymar revient à Santos, ça sera magnifique, mais surtout, si Neymar revient en forme, c'est évident qu'il sera de retour en sélection, tellement cette sélection manque de 10, et mars, vraiment, c'est très très loin à l'échelle de l'âme sud, mais ça ne nous empêchera pas de passer une grosse et belle soirée sud-américaine demain. R9, président de la Fédération du Brésil pour mettre Guardiola en coach, c'est vrai. Ah, je l'avais pas vu passer celle-là. Alors, très honnêtement, je sais qu'il y a eu il y a la rumeur Guardiola qui est attisée par certains journalistes. Voilà. Ok. Je vais laisser les 3 petits points. J'ai entendu dans l'after ce qu'elle dit sur Neymar, sacré punchline. Ah, la présidente de Palmeiras. Ouais. Voilà. Bref. Mais on verra, on verra. Janvier, c'est loin, et mars, c'est encore plus loin à l'échelle du football. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. On verra bien. En tout cas, donc, rendez-vous demain, probablement aux alentours de minuit, hein, pour commencer tranquillement la soirée. Et puis voilà. Et puis voilà, donc on arrive au terme de ce lucarne américaine. Vous voyez, je vous avais dit moins de 90 minutes, on va être dans les clous. Pas de Golasso LS, pas de Golasso LO cette semaine, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de set championnat ce week-end pour pouvoir en proposer. Il y a eu quelques jolis buts, mais voilà, et puis il y a des buts d'éliminatoire que je peux pas mettre, sinon la CONMEBOL va me striker. D'ici mars, Mbappé peut marquer. Oui, c'est vrai aussi, c'est méchant, ça arrête le rouge. C'est méchant, voilà, c'est méchant. Laissons-le, on verra bien d'ici mois de mars. Non, beaucoup de choses peuvent se passer. On arrive donc au bout. Merci à vous tous d'avoir été présents dans le chat. Merci à ceux qui réécoutent cette émission sur les plateformes de podcast, qui les réécoutent aussi sur YouTube. Je vais aller la déposer dans la foulée, tranquillement, pour qu'elle soit visible dès demain matin. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, sinon, voilà, hein, je le dis, faites comme ceux qui sont sur le chat. Venez passer un moment avec nous et avec la commu Hello. Venez poser vos questions si vous en avez. Vous voyez, il y en a. Et on répond à ces questions-là quand on peut. Quand on peut. Avec grand plaisir. Rendez-vous donc demain pour la nuit Sudam. Sinon, on se redonne rendez-vous pour une prochaine émission vendredi à 12h30 pour Dans la Lucarne, puisque c'est le retour des championnats le week-end prochain. Donc, il y aura forcément des affiches à se mettre sous la dent. Pas forcément que des affiches de championnat, mais je spoil pas tout. À demain soir donc. Et sinon, si vous aimez Lucarne américaine, lundi prochain à 22h pour le prochain numéro. Allez, salut à tous.